Bonjour et bienvenue sur Rêve et Vie. Je suis Christelle, psychopraticienne et coach en développement personnel, allaitement et maternage. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'allaitement et de pourquoi choisir l'allaitement plutôt que le biberon. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce choix? Parce qu'il y a littéralement deux routes diamétralement opposées, mais parfois on peut très bien materner sans allaiter et allaiter sans maternage. Donc ça, c'est possible aussi. Ce qui compte en fait dans la relation avec le bébé, c'est que chaque personne, chaque mère, chaque couple, chaque famille choisisse ce qui est bon pour lui. Il y a autant de façons de materner et d'éduquer des enfants que de familles et de personnalités. Donc c'est important de toujours s'écouter, écouter sa voix intérieure et son propre désir. Parce que dès lors que vous êtes enceinte, et à partir du moment où c'est votre premier bébé, vous allez être la proie pour un tas de projections. Énormément de personnes bienveillantes, jalouses ou peu importe, vont essayer de vous donner des conseils ou voilà, changer les choses pour vous, manipulation plus ou moins forte, consciente ou non. Tout le monde a eu une enfance, consciente ou pas. À l'heure actuelle, les gens essayent de réparer en fait et vont donner tout un tas de conseils qui, sans se rendre compte des dommages qu'ils peuvent produire. Donc cette liberté en fait de choix vous appartient. Et à partir du moment où vous êtes une primipare, que vous êtes enceinte de votre premier bébé, vous allez commencer à vous poser des questions. Et ce qui est bien parce qu'on dit demande et on te répondra, cherche et tu trouveras. Donc clairement, ça va vous faire grandir et être un parcours initiatique fabuleux. Avec des difficultés, mais ces difficultés renforceront votre capacité à devenir adulte, à devenir mère et à passer de l'autre côté. Si c'est une seconde grossesse, vous avez déjà de l'expérience. Donc dans ces cas-là, vous savez déjà ce qui peut se produire. Et donc l'important en fait dans cette démarche, c'est de se renseigner un maximum, de se renseigner pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes qui peuvent arriver, comment je m'en sors dans chaque situation et être sûr de soi. Quand on vous pose la question, mais combien de temps tu vas l'allaiter encore? Si vous leur répondez jusqu'à ses 18 ans, je pense que les gens vont comprendre que c'est bon. C'est pas la peine de vous titiller avec ça, que vous êtes complètement sûr de vous et que, même si c'est pas vrai, que c'est une blague, mais voilà, ce qui est important, c'est de ne plus douter et de savoir exactement ce que vous voulez. Donc une de ces possibilités, c'est le maternage de proximité, plus ou moins, et l'allaitement maternel. Quels sont les avantages et les inconvénients? Pourquoi l'allaitement? Quels sont tous les bénéfices? Comment ça se passe? Voilà, comment se préparer à une telle chose? On dit énormément de choses sur l'allaitement. Des produits à utiliser, des gadgets à l'infini pour les bébés, que ce soit les transats ou les tire-laits, il y en a des tonnes et on s'y perd et c'est un vrai... voilà, on n'a pas assez d'énergie en tant que future maman ou jeune maman pour aller et faire une étude de marché et étudier toutes ces possibilités. Donc c'est pour ça que je vous proposais cette vidéo pour un petit moment entre nous de détente, de mère à mère. Je suis une ancienne animatrice de la Lecce League et donc j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années d'accompagner les mères dans leur cheminement, dans leur projet d'allaitement. Donc je peux vous dire quelques petites choses qui n'appartiennent qu'à moi, mais qui pourront peut-être vous rendre service sur le sujet. Évidemment, à la fin de cette vidéo, le débat restera ouvert. Vous pourrez mettre vos commentaires, vos impressions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà. Alors, on va commencer effectivement avec une petite histoire sur l'allaitement. Du temps où il n'y avait pas tous ces progrès modernes et que les femmes accouchaient dans la nature. Eh bien, il faut savoir que l'allaitement sauvait leur vie.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque la mère accouche, après l'accouchement, on a ce qu'on appelle les tranchées. C'est-à-dire quand le bébé va téter, il va créer des contractions au fur et à mesure qu'il exerce son pouvoir de succion en fait, sur le mamelon. Hormonalement, il va générer une réaction qui va créer ces tranchées, des contractions, ce qu'on appelle, qui va refermer rapidement l'utérus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prise de médicaments pour les femmes qui allaitent, pour retonifier l'utérus, le remettre à sa taille initiale, le remettre parce qu'en fait, il grossit énormément et il est extrêmement vulnérable après la naissance du bébé, parce que beaucoup de bactéries peuvent monter à ce moment-là, en fait, et générer le pire. Donc le bébé en fait non seulement permet de remettre l'utérus à sa forme initiale, il protège des bactéries et des infections possibles et surtout il lui sauve la vie possiblement en empêchant une hémorragie qui causerait sa perte. Voilà, parce que ça resserre et donc ça aide en fait, ça évite l'hémorragie tout simplement. Et donc, dans la nature, il faut savoir que cet allaitement est très important. Non seulement il apporte les hormones qu'il faut pour que la mère et l'enfant puissent se reposer et se régénérer au fur et à mesure du temps, mais aussi, il donne le premier vaccin, donc le colostrum, dans les 3 premiers jours de la vie du bébé, dont le bébé donc, a un estomac extrêmement petit, de la taille de pas grand chose, et donc il n'a pas besoin d'un gros biberon, voilà, même si on a répandu l'idée qu'un biberon va endormir. Oups. Le matériel maison. Excusez-moi. À chaque fois j'y ai droit, hein. Chaque vidéo, ça se casse la figure une fois. Alors, reprenons. Donc, du coup, l'enfant a besoin d'une petite quantité. Il a besoin de pouvoir digérer à son rythme et de façon saine. Alors, là où le colostrum, effectivement, le nourrit juste à ce qu'il faut et lui donne son premier vaccin, elle construit ses armes pour vraiment la suite de sa vie. Le lait industriel, lui, est trop riche, c'est du lait qui est fragmenté mais qui est quand même du lait de vache à l'origine et qui, selon les études qui ont été faites, génère des saignements dans les intestins à un pourcentage, je ne pourrais plus vous dire exactement lequel, mais vous pourrez trouver cette information facilement sur le net, donc fait saigner, on va dire 3 fois plus que la normale, voilà. Donc irrite énormément et on retrouve voilà, des lésions. Donc c'est pas recommandé. Donc, la plupart des enfants sont intolérants, évidemment, mais bon, l'humain est un caméléon, donc l'enfant s'adapte et si sa mère lui donne ça, bon bah son organisme va s'habituer et va accuser le coup. Et effectivement, ils vont devoir dormir beaucoup plus parce que la digestion étant plus lourde, ça va les plomber et aider pour le sommeil. Donc ça, c'est très vrai, l'enfant dormira mieux. Alors, dormira pas mieux, c'est-à-dire qu'il y aura plus de... C'est-à-dire ça peut être tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire que l'enfant peut aussi bien être plombé et dormir et effectivement se réveiller le lendemain, ou alors avoir des intolérances, générer des vomissements, des régurgitations qui vont le déranger, un tas de choses en fait très désagréables, des selles nauséabondes, voilà, vous avez beaucoup de choses en fait qui peuvent être générées par un mauvais choix. Il y a une croyance qui dit qu'il y a des femmes qui peuvent pas allaiter. Alors c'est très très rare, c'est une croyance et on a finalement persuadé les femmes que parce qu'elles avaient des petits seins ou des seins d'une forme pas on va dire classique, bien l'enfant aurait du mal à se nourrir et ne pourrait pas avoir suffisamment à manger. Un bébé, ça n'a pas besoin de manger beaucoup. Les selles d'un bébé allaité en fait sont très significatives parce qu'elles montre que l'enfant a plus que ce qu'il lui faut. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez des selles, quand vous allaitez exclusivement votre enfant, votre bébé, les selles que va produire votre bébé montrent le trop-plein. Il n'y a absolument aucun gâchis avec l'allaitement. Tout ce qui ressort sous forme de selles
ce qui va être d'ailleurs une odeur assez... de faire sentir la moutarde ou le yaourt un peu, selon ce que vous avez mangé aussi, hein, parce que ça a le goût, le lait a le goût de ce que vous mangez. Mais en tout cas, le trop-plein ressort. Donc, à partir du moment où il y a des selles, et c'est ce qu'on contrôle, ça veut dire que votre enfant est nourri. Donc, tout simplement, vérifiez les selles. Il y a ce qu'on appelle aussi des selles rares du nourrisson. Alors là, le nourrisson va accumuler pendant une semaine, 10 jours des fois. Bon, et on peut se poser des questions. Alors ça arrive rarement dès les débuts, hein, mais les mères d'un coup se disent « mais c'est incroyable, mon enfant ne génère plus de sel, je m'inquiète ». Alors qu'il prend bien, c'est-à-dire qu'on voit que l'enfant... voilà, déglutit, se nourrit. Donc souvent, c'est des questions qui arrivent. Alors là, à un moment donné, au bout de quelques jours, l'enfant va faire ses selles d'un coup. Et alors, il va y en avoir une quantité abondante partout. Donc ça s'appelle les selles rares du nourrisson. Et c'est pas si rare que ça, les selles rares. C'est assez fréquent. Donc l'enfant va faire une fois pour toutes. Mais alors, une quantité, vous allez en avoir... une couche ne suffira pas. Et là, vous allez vous rendre compte, ah d'accord, son organisme crée des selles rares. Et c'est ok, ça arrive, c'est fréquent, et donc il est bien nourri, il n'y a aucun problème. Vous pouvez juste, une des façons de surveiller en fait l'équilibre de votre enfant au fur et à mesure, c'est de voir au quotidien s'il est éveillé, s'il est bien, d'avoir une complicité et une connexion avec lui, qui va permettre une relation de confiance, et là vous allez connaître votre bébé. Et votre bébé vous parle. Il ne parle pas comme des adultes. Ça vit dans un monde d'imaginaire, un enfant, un bébé. Et au fur et à mesure, de moins en moins avec le temps qui passe. Mais il comprend ce que vous dites. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal quand j'étais enceinte de mon premier. On m'avait dit ça et je me disais, mais quand même, je veux dire, n'exagérons pas, n'exagérons rien. Et même si j'étais ouverte d'esprit, c'était difficile pour moi de comprendre. Le bébé humain est extrêmement intelligent et il a un inconscient aussi. Et en fait, il comprend bien mieux les mots que ce que l'on imagine. Parce qu'il a passé 9 mois dans le ventre, il a une mémoire extraordinaire. Donc ils comprennent beaucoup de mots et surtout ils comprennent l'émotion. Ils ont aussi une perception particulière. Ils vont quelque chose qui se rapproche de la transmission de pensée, c'est-à-dire que la mère et l'enfant sont reliés et au début, ils ne sont qu'une seule et même personne. Et au fur et à mesure, l'enfant va se rendre compte vers ses 9 mois qu'il n'est pas la même personne que sa mère, ce qui générera encore un petit peu d'inquiétude. Donc là, il faudra effectivement l'entourer pour le rassurer, dire c'est d'accord, mon enfant, tu es une personne à part entière, mais je suis là quand même. Et alors, donc, il est évident que la complicité est énorme. Et on a eu tendance à culpabiliser les mères. Alors déjà que les mères ont tendance à se culpabiliser naturellement de tout, parce qu'elles portent le monde sur leurs épaules. Alors c'est facile de les culpabiliser, de leur dire « Attention, ne dors pas avec ton enfant, parce que tu risques de le tuer. Si tu lui donnes du lait ou si tu le fais dormir dans ta chambre, il va y rester toute sa vie. » Tout ça, ce sont des croyances. Et nous, animatrices, enfin je suis une ancienne animatrice, on passait notre temps à défaire une à une ces croyances. Les enfants qui sont maternés de proximité sont des enfants qui construisent progressivement leur indépendance par rapport à leur dépendance et qui deviennent très autonomes. Et évidemment, on ne va pas allaiter un enfant de 9 mois ou de 1 ou 2 jours, comme on allaiterait un enfant de... L'OMS dit que vous pouvez allaiter jusqu'à 2 ans et plus, selon les besoins de l'enfant. 6 mois minimum en allaitement exclusif, dans l'intérêt de la santé de l'enfant. Donc vous voyez, on a fait de gros progrès dans la compréhension des besoins de l'enfant, mais pas que. C'est-à-dire que l'enfant a des besoins, mais la maman aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient qu'une seule personne. Et à un moment donné, ils sont séparés. La naissance crée cette séparation. Est-ce que vous commencez en dedans, vous le terminez en dehors? Et alors, c'est vrai que allaitement plus maternage de proximité, c'est-à-dire dormir avec le bébé, même si c'est pas exactement dans le même lit, ça peut être aussi un lit en sidecar, ou le portage qui va
dans la journée sécuriser la mère et l'enfant et garder la chaleur, et bien tout ça aide au développement du bébé qui est prématuré. Il est prématuré de 9 mois à peu près. Par rapport à tous les petits mammifères de la création terrestre, l'humain est celui qui est le plus prématuré, qui est le plus fragile, qui a le plus besoin d'être materné et terminé en dehors. Donc le fait de l'accompagner comme ça aide aussi. Alors on va dire maintenant le problème c'est que les femmes travaillent. C'est plus comme à une époque où l'homme gérait la rentrée d'argent et apportait la nourriture, là où la femme gérait l'intérieur de la maison. Les femmes travaillent, elles ont une vie active et elles doivent être performantes sur tous les fronts. Eh bien, il y a des possibilités aussi avec les gardes, les nounous, etc. pour allaiter, ou alors, au pire, si on n'arrive pas à obtenir de la nourrice, qu'elle prenne notre lait, faire du mixte. Dans le pire des cas, vous avez en tout cas tous les droits d'aller au bout de votre maternage si tel est votre projet et votre souhait. La croyance qui dit qu'on va tuer un enfant en dormant avec, alors ça, c'est valable en cas de prise de médicaments, de drogue ou d'alcool. Bon, je pense que chaque mère qui a en tête l'équilibre de l'après-grossesse, et même de la grossesse d'ailleurs, ne boit pas au point d'être saoul. Peut-être un fond de verre de temps en temps, mais en tout cas, c'est assez rare. Je pense pas non plus que la plupart des mères qui visionnent soient des héroïnes addictes. Bon, c'est des cas assez particuliers où il faut effectivement consulter quelqu'un pour pouvoir prendre des précautions. Pourquoi ? Parce que les molécules des drogues dures passent dans le lait. L'alcool passe aussi dans le lait, mais si vous prenez un tout petit peu de vin de temps en temps et que vous attendez, on va dire, le temps nécessaire pour que l'alcool s'évapore, il n'y aura aucun problème. Donc c'est qu'une question de bon sens et de calculer un petit peu. Donc vous pouvez avoir une vie normale avec l'allaitement. Pour le dentiste et la plupart des médicaments, les prises de médicaments sont compatibles avec l'allaitement. Mais vous pouvez toujours appeler une animatrice qui pourra regarder sur son logiciel et vous répondre parce que nous avons fait des études avec la Leche League et avons pu déterminer que dans de rares occasions, l'allaitement n'est pas compatible avec certaines prises de médicaments. Mais pour la plupart, les molécules sont bien trop grosses et ne passent pas ou passent en quantité très faible qui sont compatibles avec l'allaitement parce que données à des nourrissons de toute façon en dosage très très minime et donc quasi ça ne change rien. Donc là, la plupart du temps, en fait, on vous répondra qu'il est préférable de faire votre traitement et de continuer votre allaitement que d'arrêter et de causer un préjudice. Donc voilà, tout est une question d'équilibre et de balance et de... voilà, il n'est pas nécessaire. Donc, chaque problème a une solution. Si vous avez une situation particulière, vous pouvez contacter une animatrice à la Leche League. Je mettrai le lien vers le site pour que vous puissiez avoir les coordonnées. Il y a le répondeur international aussi en cas d'urgence et je reste aussi disponible. Alors, ne faisant plus partie de la Leche League, ce ne sera pas au nom de la Leche League, mais voilà, ce sera juste en tant que thérapeute et coach en allaitement et maternage que je pourrai vous accompagner si vous avez besoin, donc en séance ou sur Skype ou par téléphone. Voilà, donc vous pourrez aussi poser des questions si vous en avez. Donc il y a d'autres croyances, il y en a beaucoup. Donc tout ce qu'il y a à savoir, c'est que dans la nature, on a tout prévu et que si vous en avez envie, vous pouvez donner le meilleur à votre enfant. Évidemment, c'est toujours un petit peu perturbant pour une mère qui a eu l'habitude, en fin de compte, de se servir de ses seins juste pour l'attrait sexuel et le plaisir, donc de se transformer ça en objet de nourriture. Alors ça, enfin l'objet entre guillemets, hein, c'est-à-dire que pendant un moment, il va falloir accepter le fait d'être mère. Il va falloir laisser le temps d'infuser cette information et d'y aller doucement et de se dire, bon, bah écoutez, au début, même si vous dites, très bien, je vais faire, allez, je vais faire un mois. Bon, bah, c'est déjà beau. Vous faites déjà une semaine, et ben bravo. C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez donner à vous-même et votre enfant sera du plus, du bien et du bonus et vous pourrez vous féliciter et c'est parfait, d'accord ? Après, on a des situations où on se sépare, où c'est compliqué, où la famille derrière.
Il est évident qu'une famille où le père est présent va présenter une meilleure situation pour l'allaitement. Parce qu'une femme toute seule, eh bien, c'est fatigant pour elle. Elle a besoin d'être accompagnée, d'être coachée. Et les hommes font d'excellents coachs en allaitement. Parce que eux ne sont pas, on va dire, tiraillés par les hormones, hein. Vous savez ce que c'est les hormones en fait de la femme et de l'accouchement et du maternage, qui sont des hormones très puissantes et qui vont aider effectivement à récupérer la santé, etc. et reconstruire en vous aidant à dormir mieux. Et même si vous dormez avec votre bébé, vous l'allaitez, bon, ça aide, vous replongez en sommeil derrière profond. Le bébé se cale sur la mère et l'alchimie se crée et donc le bébé tète, il se réveille à moitié, il tète un peu, il se rendort, la mère s'en rendort. Tout le monde est content. Donc il y a ça. Mais alors le père, lui, qui est le témoin et en général, alors on se dit, bon, une des choses qui revient assez souvent, je vais vous dire la vérité, c'est que le père se dit, oui, mais alors si ma femme allaite, moi je vais pas pouvoir donner de biberon. Et je vais servir à rien et je vais pas pouvoir trouver ma place. Ça aussi, c'est une croyance. C'est-à-dire que l'allaitement et les hormones qui vont circuler autour de la mère et l'enfant, eh bien, le père va en bénéficier. Figurez-vous que les pères bénéficient à 100% des hormones et qu'ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus patients et qu'ils ont une action, en fin de compte, où toute la famille se réunit et crée un équilibre. Il y a papa, il y a maman et le bébé est au milieu. Il a ses deux pôles et fermement accroché à lui. Et ça, c'est la meilleure des configurations. Il est évident qu'une famille qui a un bébé pour la première fois va devoir ajuster sa vie. Un bébé, ce n'est pas rien. C'est quand vous prenez un animal de compagnie, vous ajustez aussi, vous faites de l'espace. Alors, excusez-moi pour la comparaison avec l'animal de compagnie. Mais déjà, vous faites un effort. Donc, pour le bébé qui est votre amour, l'amour de votre vie, le cadeau le plus merveilleux que vous allez recevoir, eh bien, pour cet enfant, vous allez aménager aussi certains espaces, une autre configuration. Ça peut être, par exemple, vous avez votre chambre où tout le monde dort et une autre chambre où vous avez vos ébats personnels, intimes avec votre partenaire. Vous pourrez avoir plusieurs chambres. C'est pas obligatoire de mélanger sexe dans une chambre et bébé, bon, si vous le sentez pas. Maintenant, l'amour fait partie de la vie et les couples font en sorte aussi de trouver un équilibre là-dedans, en ne se culpabilisant pas, en se disant j'ai une vie privée encore avec ma chère et tendre et ça dérange. Voilà, bon, enfin, ça fait partie de la vie. Et après, tout dépend de comment vous voulez élever votre enfant et quelle notion, quelle dimension, quelle philosophie vous placez dans votre famille. Si tout est naturel et que vous vous sentez en phase, ou si vous avez besoin de vie privée, dans ces cas-là, vous pouvez toujours adapter. Vous n'êtes pas obligé de partager le sommeil de l'enfant, mais il y a un livre qui explique très bien en fait les différences, qui dit à peu près, en fait le titre c'est être parent le jour et aussi la nuit. Et donc ça explique effectivement que l'enfant a besoin tout le temps. Voilà, quand vous allez avoir un bébé pendant la première année, dites-vous que cette première année, vous allez la partager en harmonie dans un état particulier. Vous allez mettre un petit peu entre parenthèses le plus possible, c'est-à-dire bon, si vous prenez le travail, on comprend que c'est une nécessité, bon voilà, pendant les 3 premiers mois, vous allez être avec bébé et par la suite. Mais entre votre travail et la rentrée à la maison, vous allez pouvoir retrouver votre bébé, le faire téter, vous reposer dans votre bulle de bien-être, de votre bulle de nouvelle maman ou de seconde maman, enfin, de seconde, c'est pas forcément votre premier bébé. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est une première fois. Chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent. Et l'accouchement, évidemment, va conditionner la suite de l'allaitement. Va conditionner la suite de l'allaitement parce que selon la façon dont vous allez accoucher, eh bien, il va falloir par la suite compenser. Si c'est une césarienne, l'allaitement va aider à recréer l'amour, le lien entre la mère et l'enfant qui a été interrompu par l'endormissement. Donc, ça aide beaucoup. Il y a des mères qui reconstruisent, qui se feront vraiment leur développement personnel, leur reconstruction, parce que il y a un fantasme autour du bébé, il y a un fantasme autour de la naissance, et quand ça ne se passe pas comme on voulait, et ça arrive fréquemment, eh bien, une des façons de reprendre sa revanche, c'est de pouvoir allaiter et de materner, et d'avoir cette belle relation.
de longue durée, de complicité avec son enfant, où on va s'écouter et on va voilà, construire sur le long terme. Et l'enfant va se construire et grandir et prendre son indépendance au fur et à mesure, à son rythme. Et c'est surtout, en fait c'est à chaque fois, hein, ça a été prouvé, à chaque fois que les parents ne donnent pas la proximité à l'enfant, c'est là qu'il y a des névroses, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des insécurités. C'est pas quand l'enfant a été materné et qu'il a été accompagné dans son développement, qu'il a été... Alors, évidemment, de temps en temps, il y a des enfants qui sont dites des enfants à gros besoins, des besoins intenses. Et ces enfants-là, ils vont pas vouloir qu'on les pose. Ils vont pas vouloir arrêter de téter. Mais c'est normal pour un enfant de vouloir téter tout le temps. Parce que c'est bon. Voilà. Parce que la meilleure chose, c'est maman. Parce que la meilleure chose, c'est papa. D'entendre papa ronfler à côté, d'avoir maman à côté, d'avoir cette chaleur, cette odeur. Ça, c'est rassurant pour un bébé. Parce qu'il a connu tout ça, cette chaleur dans le ventre de sa mère, le liquide et la douceur. Et alors, en sortant, effectivement, la seule douceur qu'il a et le repère, c'est l'odeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les glandes de Montgomery, en fait, autour de votre mamelon, vous avez des petits pois. Ces glandes génèrent une odeur qui rappelle le liquide amniotique. Donc le bébé, il sait parfaitement qui est sa mère. Il le sait. Même s'il est adopté, il saura que la femme qui le recueille l'aime, mais que ce n'est pas sa mère. Il y a un instinct, enfin, chez l'enfant qui sait qu'il pourrait reconnaître sa mère entre 1000, entre 1 million. Il n'y a aucune erreur possible. Donc là-dessus, vous êtes sûr que vous êtes liés et que l'indépendance se fera avec le temps, qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Il y a dépendance au début et c'est ok qu'il y ait dépendance. Quand vous tombez amoureux, vous êtes fusionnel. Et l'amour que vous éprouvez pour votre enfant, c'est peut-être pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes hormones, il n'y a pas de désir sexuel là-dedans, c'est un amour inconditionnel, le plus pur qui existe, d'accord? Mais vous aimez tellement que vous avez l'impression d'être dévoré par cet amour, et ça peut faire peur, mais ça se régule au fur et à mesure du temps, et c'est ce que vous pouvez vous offrir de mieux pour vous et votre bébé. Et même votre compagnon, parce que votre compagnon va être inondé par ça, et il va prendre plaisir et devenir, on va dire, le lien qu'il y a entre vous et aussi votre avocat, à vous et votre bébé. Il va pouvoir dire « Ah, mais dis donc, il pleure pas comme d'habitude » ou là, t'inquiète pas, il pleure, mais c'est ok, voilà, accompagne ses pleurs et laisse-le s'exprimer, ce sont des pleurs de décharge. Il y a aussi beaucoup de mauvaises informations autour des pleurs des enfants. Vous pouvez au bout d'un moment apprendre à reconnaître les pleurs de votre bébé, apprendre à interpréter si c'est un cri aigu de détresse ou si c'est un pleur de décharge qui arrive en général en fin de journée. Les bébés pleurent et des fois ils peuvent pleurer longtemps. Et alors là en fait on apprend effectivement à accompagner ça et à ne pas se culpabiliser, à dire ok mon bébé pleure, c'est très bien. Il va pleurer à un moment. Tous les jours, il aura besoin de pleurer, parce que c'est partie de son besoin naturel d'évacuer les tensions nerveuses accumulées avec l'apprentissage et le reste. Et c'est pas forcément une incrimination ou parce que vous êtes une mauvaise mère. Vous n'êtes pas du tout une mauvaise mère, d'ailleurs, il n'y a aucune incrimination là-dedans. Le bébé résout ses conflits. Et même s'il est en colère parce que, je sais pas, il n'a pas eu ce qu'il voulait, ça peut arriver, la frustration, c'est normal, c'est partie du développement. Eh bien, il va juste pleurer et éliminer ça et régler son problème tout seul. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est accompagner ses pleurs. Accompagner ses pleurs et après, quand l'enfant a terminé et qu'il est un petit peu tendu, que c'est plus des larmes qui coulent et que vous pouvez le faire téter pour le calmer, voilà. Accompagner les pleurs parce que, à un moment donné, quand vous avez tout essayé et que bébé a tété et qu'il a pris le sein, il l'a recraché, etc., il est énervé, des fois, il n'y a rien d'autre qui marche. C'est ok. Il y a des bébés qu'on arrive bien à calmer avec l'allaitement. Et en fait, une des choses les plus importantes, c'est qu'une mère va éviter à son enfant le stress. Elle va éviter toute source de stress parce que ça empêche le bébé de grandir, de s'épanouir. Et que c'est mauvais pour son équilibre. Donc du coup, elle va l'allaiter le plus possible. Va d'abord tenter toujours de lui présenter le sein, de lui offrir. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on accompagne. Voilà. On peut bercer aussi, on peut aller se promener. Le fait de porter le bébé dans le maternage, ça aide en fait aussi beaucoup dans les situations de crise où le bébé, on ne peut pas le calmer.
Voilà, donc on peut faire tout ça en fait pour notre enfant. Et ce qui est sûr, c'est que les mères qui ont fait ça, même si elles ont mis entre parenthèses leur carrière, n'ont jamais regretté en fait le temps qu'elles ont passé en amour avec leur bébé et leur famille. Parce que une fois que le bébé a grandi, eh bien c'est fini. Voilà, donc le temps passe très vite, on a beau se dire ça les 3 premières semaines, c'est un peu dur. Pourquoi? Parce que les mamelons ne sont pas préparés à donner le lait. Et que on a ce qu'on appelle une mauvaise position. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise position? On entend parler de ça, une mauvaise position, mais qu'est-ce que je fais? Je mets mon bébé comme ça, dans tous les sens. Je le prends, je l'enlève, je le remets. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mauvaise position? Ça me fait mal encore. Donc il y a plusieurs choses à savoir à ce niveau-là aussi, c'est que la position, ce n'est pas la position forcément au niveau du corps. Vous le faites très bien, vous pouvez faire tété bébé en madone, allongé sur le côté, enfin vous avez plein de positions qui sont disponibles que vous pouvez adopter, qui sont très bien. Mais il est surtout sujet de la position de la bouche, parce que selon la naissance de l'enfant, l'enfant va être plus ou moins tendu, s'il a faim, il va être plus ou moins tendu. Donc en fait, il va pouvoir des fois agripper le mamelon et le en fait serrer avec ses gencives ou voilà, là ça va être douloureux. Donc en fait, ce qui est recommandé quand ça se passe comme ça, c'est de faire téter bébé plus souvent pour qu'il ne soit pas tendu. Et si la position n'est pas bonne, de retirer, voilà, donc de mettre le doigt en fait à l'intérieur de la bouche, de retirer parce que ça fait ventouse pour faire ressortir le mamelon et repositionner le bébé mieux pour qu'il puisse se détendre. Mais s'il est tendu, effectivement, il vaut mieux le faire téter assez souvent et le détendre bien pour qu'il puisse téter de façon plus souple. Il y a ça aussi. Alors, la position, donc c'est surtout la position de la bouche, hein, de la succion, et elle va s'arranger avec le temps. Le bébé va devenir un expert qui va pouvoir aller chercher le lait gras, pour s'il a très très faim, ou alors juste s'hydrater avec le premier lait, parce que vous avez différentes phases, différents réflexes d'éjection, en fin de compte, différentes montées d'hormones, et donc le bébé va aller chercher le lait qui lui convient. Ça devient des experts en fait, hein, en allant... Ils savent très bien comment générer, voilà, ils ont l'air de rien comme ça, ils sont tout petits, mais ils sont experts en ça. Donc ils font leur travail, et alors ils vont vouloir téter souvent. Pourquoi? Et la nuit aussi. La nuit aussi, parce que le lait est meilleur, parce que la mère est détendue, qu'elle a dormi et que le lait est meilleur. Ensuite aussi, ça continue de booster la lactation. À chaque fois que bébé va commander le lait, eh bien ça va commander pour la fois plus suivante. Donc les seins vont se conditionner et prendre un rythme en fait, au rythme de l'enfant. S'il a besoin de 10 tétés par jour, ce sera la valeur de la quantité des 10 tétés et en même temps, vous allez avoir la montée de lait au moment où bébé a l'habitude de téter. Donc ça se fixe comme ça dans l'espace-temps. Au niveau des horaires, très très précis. Et ça, c'est assez rapide. La nuit, donc pour ça, pour la qualité du lait et aussi pour maintenir la mère dans un état hormonal optimum, pour qu'elle puisse être protégée par la mama, la contraception naturelle, il faut 6 heures maximum par nuit et 4 heures par jour maximum sans allaiter. Le mieux, c'est d'allaiter toutes les 2-3 heures, on va dire un petit peu. Mais après, il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu trop, donc qui vont aller jusqu'à 4 heures. Après, si vous dépassez ça, vous risquez d'avoir votre retour de couche plus facilement et de retomber enceinte. Donc, allaiter la nuit, la journée assez fréquemment, évidemment, pour avoir une belle montée de lait et durablement. Mais si vous voulez avoir que 3 tétés par jour, une fois le matin, on va dire une fois en fin de matinée et une fois en rentrant de votre travail, vous pouvez aussi allaiter avant de partir au travail, allaiter en rentrant, comme ça vous récupérez votre bébé, vous reconnectez avec lui et c'est ok aussi, votre corps va se discipliner dans ce sens. Par contre, si vous faites du jour au lendemain, bon, déjà il est conseillé de parler, de dialoguer avec le bébé pour que même s'il n'est pas tout à fait d'accord au début, les choses aident si vous dialoguez avec lui. Pour expliquer les choses, comme si c'était un adulte, vous lui parlez normalement, vous lui expliquez, voilà, il doit se passer ça, et donc je vais t'allaiter qu'une fois le matin, une fois le soir, et même si t'es en colère, je le comprends, je le respecte, mais bon, bah, il faut que je reprenne mon travail.
Et en général, le bébé s'adapte très très bien à la situation, même à la nounou, même à tout et à tout ça. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne, on va dire en gros, les lignes droites des avantages de l'allaitement et des explications des croyances. Le biberon. Eh bien, le biberon, c'est pour les femmes courageuses dans un sens, parce que pour l'allaitement, vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez juste besoin de prendre votre douche, nettoyer avec un savon normal, le plus neutre possible pour votre peau, et c'est tout, il n'y a rien à faire en fait. Les débuts d'allaitement sont un petit peu délicats à mettre en place, il faut vous faire confiance, il faut vous reposer, il faut dormir avec bébé, il faut avoir de l'aide de l'entourage, et surtout le moins de nuisances, de fatigue en fait, de personnes toxiques. Ça c'est le plus difficile en soi. Mais au fur et à mesure, votre bébé va téter de mieux en mieux, et est-ce que ça vous appuyez un peu, vous sentirez plus rien, hein, c'est l'affaire de quelques semaines. Et alors il existe des crèmes aussi, donc de chez Medela, à la lanoline pure, qui vont aider, c'est un vrai plaisir. Vous mettez ça sur votre mamelon, et alors ça vous enlève les crevasses à une vitesse grand V. Et si ça suffit pas, il y a encore d'autres méthodes. J'ai aussi une vidéo que vous pouvez aller regarder sur le canal Lactifère Boucher. Que faire si jamais j'ai mal, en fait, que j'ai de la fièvre et que j'ai mal, il faut tout de suite réagir, appeler une animatrice ou regarder la vidéo pour pouvoir faire la méthode, qui est très simple, qui est très bien expliquée, enfin je pense, en tout cas assez bien, vous pourrez vous en sortir en 24 heures. Voilà, donc avec de l'information, on peut sortir de toutes les situations, mais l'important, en fin de compte, c'est aussi d'avoir du monde autour de soi qui peut nous renseigner, qui allaite, et vous avez accès gratuitement aux réunions de mère à mère, en fait, qui allaitent dans votre région. Il y a des groupes de réunions, donc avec Allait Chélie, qui vous permettront de pouvoir avoir le soutien, l'information. Et si ça ne suffit pas, vous pourrez toujours prendre contact avec moi et venir en séance pour toutes les difficultés que vous rencontrez, et un accompagnement exclusif. Voilà. Donc on va terminer là, parce que là on est à plus de 37 minutes et que bon, le sujet est passionnant, on pourra y revenir, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, et aussi à me faire le plaisir de liker si vous avez aimé, si vous avez réussi à extirper des informations qui vous aident. Vous abonner, et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette si vous voulez être alerté pour les vidéos qui sortent de temps en temps. Je ne suis pas en permanence en train de faire des vidéos, mais il y en aura dans l'année. Voilà, au maximum, et le partage est toujours le bienvenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Rêve et Vie, et je vous dis à très bientôt, et toutes mes félicitations pour vos choix quels qu'ils soient, que ce soit maternage avec ou sans biberon, et tout l'amour que vous donnez à votre bébé. À très bientôt, au revoir.